ça coupe. Regardez, les PDM bien placés. Deux coureurs de PDM, Jacobs et Talen. C'est pas une sinécure d'être un équipier de sprinter pour l'instant. Je crois que c'est Henrik Rodan. Mais je ne parierai pas tout ce que j'ai sur moi. Ça peut être Rodan. Rodan ou Declercq, ça peut être que l'un ou l'autre. Comme ça n'est pas Musso qui se chargerait de cette tâche. Allez, je dis Rodan. Il doit se tromper. C'est bon, vas-y, on part. Eh ben, ouf. Rodan. Gagné au loto. Rodan de l'auto. Rodan de l'auto qui va revenir sur le champion de France, Louvio. Ça ferait 2 hommes en tête, ce serait déjà bien pour Louvio. Ah oui. En tout cas, dans ces cas-là, c'est bien joué. Bon, ça paraît très simple d'expliquer la tactique de course comme ça, mais lorsqu'on attaque devant, qu'on se porte tout seul en tête, ce n'est pas pour à 30 km de l'arrivée se dire je vais faire 30 km tout seul. Mais c'est pour espérer justement une cassure à l'arrière, que ça rentre et qu'il se retrouve avec 3-4 hommes pour profiter d'un bon coup. C'est toujours bon moralement costaud. Hein. Toujours bon moralement de savoir qu'on a imposé sa course, ne serait-ce qu'un instant. Attention à Fignon. Il est marqué impitoyablement, Fignon. Il y a de quoi, Steve Bauer, il a compris. Hein. Steve Bauer, Van Der Poel. Pour une fois, il bouge là. Et Van Der Poel a repéré Fignon, s'écarte, mais Van Der Poel ne prend pas le relais. Et oui, Bauer est rentré. Et les Panasonic arrivent à leur tour. Fignon a coupé son effort, il a bien fait. Il a vu qu'il avait sur son porte-bagages Bauer et Van Der Poel. Van Der Poel qui refusait de faire l'effort. Donc Laurent Fignon a dit, il n'y a pas de raison particulière que je vous ramène sur Louvio et Rodan. Messieurs, si vous voulez rentrer, à vous de faire l'effort. D'où ce petit moment de flottement avec Bauer qui hésite à donner la totalité de ce qu'il a. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprendra pas pourquoi d'ailleurs Van Der Poel n'a pas pris le relais de Fignon. Il ne risquait rien de prendre un relais. Dites-moi, Rodan ne serait pas parti seul là avec Louvio derrière lui. Est-ce qu'il n'aurait pas laissé Louvio sur place? Parce que je ne vois plus que Rodan. Jean-Paul. Oui, eh bien, je voulais vous signaler que Louvio possède 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe. 25 secondes. Donc il est intercalé avec 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe. Je viens de faire un pointage et je repars sur l'avant. Sur le deuxième groupe? Quel deuxième groupe? Ben, vous savez que Louvio est intercalé entre les deux. Ah bah Louvio, on l'a vu partir, nous. On pensait qu'il était devant. Partir, mais du deuxième groupe. Ah, merci de nous le souligner. Voilà. Alors incrustez-nous bien moto 1, moto 2, car là, il y a eu confusion. Oui, oui. Et Louvio était donc du deuxième groupe, donc très bien. Fait. Alors Louvio, c'est plus clair. Louvio s'intercale donc entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et il y a un homme seul en tête. C'était bien Rodan. Et Rodan, lui, était dans le groupe numéro 1. Alors mettez-nous bien moto 1, moto 2. Parce qu'autrement, il peut y avoir des confusions. Donc là, c'est la moto 1, on est d'accord, avec Rodan, qui est seul en tête, devant un groupe composé de Fignon, Danens, Colotti, Ludwig, Jalabert et autres. Et de ce groupe, eh bien, il y a des coureurs qui sont sortis également. Et on reconnaît là Declercq, Peter Declercq. Contrôle impitoyable de la part des lotos. Les Panasonic sont un peu submergés pour l'instant, hésitant à accélérer l'allure du peloton qui empêcherait définitivement le retour de Plancart. Mais il leur manquerait des sprinters purs, à part Danens qui va assez vite. Mais je ne pense pas que les autres pourraient battre les Ballarini et autres grands sprinters qui appartiennent à ce peloton, dont Museeuw. Marc Madiot. Marc Madiot est là. Madiot est là, donc en contre-attaque visiblement. Derrière le groupe de tête, sans doute. Il y a un petit peu de panique partout là. Marc Madiot. Alors que le car refuse obstinément de me dire où on se trouve. Régis Forissier, soyez gentil, dites-moi, on est où là? Parce que là, on n'a aucune manière de le savoir. Nous sommes derrière le groupe de Fignon, semble-t-il. Patrick. Non, visiblement, ils sont devant. Jean-Paul. Oui, vous me recevez là? On vous reçoit très bien. Bon, alors, Madiot, je vous confirme, est dans le groupe de tête. Vous avez formidable. Je pensais que vous l'aviez donné, Madiot. Formidable. Il se trouve là, donc. Et vous avez derrière, à une quarantaine de secondes, intercalé Louvio et le deuxième peloton. Et il est fort le bougre Madiot. Alors Madiot donc actuellement en deuxième position de la course. Voilà. Eh ben c'est très clair tout ça. Alors Jean-Paul, n'hésitez pas à nous dire ce qui se passe. Nous avons pour l'instant donc ce groupe intercalé
avec donc une poignée de secondes alors qu'on a frôlé la chute là de retard. Ces gens-là reviennent sur l'homme de tête que l'on découvre ici. Lufio, donc, un grand pédalé, croyez-moi, il a effectué un travail remarquable en solitaire, tente de revenir sur cet homme de tête, et derrière lui se trouve encore à une trentaine de secondes le deuxième peloton, enfin le groupe de poursuivants. Alors Jean-Paul, si vous pouvez, vous passez tout et vous nous racontez. Parce que là, il y a un petit moment de flottement, on comprend bien dans les pavés, c'est normal. Mais a priori, donc, un homme en tête, on l'a vu tout à l'heure, 3 hommes derrière, les voici. Ça, c'est 2, 3 et 4, avec actuellement Marc Madiot en 3e position de la course. Mais alors, vous avez donc le peloton de tête. Mais moi, j'ai quitté, je suis derrière les hommes de tête, derrière le groupe d'Annel, donc le groupe champion du monde. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe tout à l'avant. Ne vous inquiétez pas, on a là une vision d'hélico qui nous a permis de comprendre. Bauer, lui, est lancé. Derrière le groupe d'Annel, il y a Lufio et il y a le peloton. Alors que nous quittons maintenant la zone pavée numéro 5. On quitte la zone pavée numéro 5, donc nous sommes exactement, on cherche le petit papier, les voici, à 28 km de l'arrivée. Et nous avons un homme en tête et 3 hommes intercalés derrière, dont Marc Madiot, on vient d'en parler, et puis 2 autres coureurs qu'on va découvrir maintenant, lorsque on va pouvoir les reconnaître. Alors c'est pas facile là, il y a un petit moment de flottement, on va essayer de s'y retrouver, mais a priori, en plus avec les décrochages, voilà les 3 hommes là en hélico, on les voit très bien, c'est le groupe Madiot. À l'avant, tout au bout de la ligne droite là-bas, il y a donc un homme seul. Rodan. Ensuite, voilà, le voici, Rodan bien entendu. Derrière Rodan, on retrouve 3 hommes dont Marc Madiot. Ensuite, un groupe qu'on appellera le groupe Fignon. Puis derrière, en chasse, on retrouve Lufio. Ça doit être à peu près ça. Les 3 donc en poursuite derrière Rodan. Parfaite course d'équipe de la part des Lotto, toujours au profit de Muséeux en réserve. Rodan en tête, Declercq ici, dans un sillage qu'il n'a pas envie de quitter, mais Rodan commence à trouver le temps long. Rodan seul en tête qui attend du renfort, sans doute, hein. On espère qu'il va en avoir, notamment avec Marc Madiot. Madiot, superbe 6e du Tour des Flandres la semaine passée. Et Rodan qui compte donc 12 secondes d'avance sur le petit groupe Madiot. Et ce qui nous a troublé tout à l'heure, c'est de découvrir ainsi Madiot, alors qu'on ne l'avait pas vu dans le groupe de tête. Visiblement, Danen était en train de rentrer sur Madiot. Voilà, c'est exact. On va se retrouver donc avec Danens qui est venu en renfort avec Marc Madiot. Il y a là plusieurs hommes qui sont rentrés, dont Wilfried Peters. Il y a toujours un Peters ou un Peters en fin de course. Et il y a une avance qui est pas mal pour Rodan. Ils sont 5. Dans un PDM qui n'est... Oui, c'est pas le maillot de champion du monde. Ballerini. Ballerini qui nous a impressionné pendant le Tour de Flandre et dont on pensait qu'il allait être le vainqueur. Il s'est fait piéger par le fabuleux démarrage de Van Hooydonk que nous vous montrions dans Stade 2 la semaine passée. C'est fou comme les écarts se creusent parfois avec une rapidité et tout à coup ce peloton paraît à pied. Fignon encore en effort tout seul. Laurent Fignon qui se fait piéger là par le démarrage et qui rentre tout seul, il ne veut emmener personne avec lui. Donc il a attendu de se retrouver seul, de placer un démarrage pour lâcher ses poursuivants et maintenant il produit son effort. C'est pas un peu trop généreux ça comme tactique de course, Robert? Ça c'est la qualité essentielle de Fignon en fin de course. Il est irrésistible lorsqu'il est parti, à condition bien sûr qu'il soit en grande condition. Et apparemment c'est le cas. Il semble douter un peu parce que le vent est défavorable, il s'est retourné. Mais à 200 mètres devant lui, c'est la terre promise, comme disent certains. Jean-Paul Olivier, vous n'êtes pas avec la tête? À Wanoa, Hendrik Redon, seul en tête, donc possède 25 secondes d'avance sur le petit groupe Madiot et 55 secondes sur Laurent Fignon qui a tenté de partir tout seul et qui est encore tout seul en tête avec environ 200 mètres d'avance sur le groupe Jalabert, Bauer et Danen.
Merci de donner la composition des groupes, si vous le pouvez, Jean-Paul, si vous pouvez rattraper. Derrière Rodan, il y a Madio, il y a Declercq. On devrait avoir, avec une moto ou avec vous, Jean-Paul, la composition exacte de ce groupe. Tandis que Laurent Fignon, lui, est intercalé à 50 secondes. On va prendre la composition. Voilà l'homme de tête, donc Rodan. On va faire une mise au point très claire, parce que là, il y a eu un petit moment de flottement avec des coureurs qui ont débouché comme Marc Madio, c'est vrai, dont on n'avait pas remarqué la présence dans le groupe de tête, et qui est sorti, puisqu'il y avait Jalabert, Colotti, Fignon, Duclos, Louviot, mais également Marc Madio. Madio qu'on a vu déboucher de ce groupe avec Declercq notamment. Alors la position, c'est Rodan seul en tête. Derrière, à une toute petite poignée de secondes, on va découvrir un groupe, donc le voici, où il y a 5 hommes pour l'instant. Il n'y a donc pas Rudy Danens, mais il y a 5 hommes, dont ici Declercq, dont on vous parlait tout à l'heure. Il y a également un PDM qui n'est autre que Talen, John Talen. Il y a Madio, on l'a vu, il y a Palerini. Et il ne nous en manque qu'un pour l'instant. Donc Palerini, Madio, Declercq, Rodan, crevaison en avant. Voilà, il roulait sur l'herbe, il jouait sur l'herbe. Je n'ai pas voulu vous couper, il jouait sur l'herbe avec les risques que cela comporte. Un petit gravier était là, qui met fin à la tentative de Rodan parce que son directeur sportif n'est pas immédiatement derrière lui. Et Rodan va voir passer ses 5 poursuivants et leur souhaiter bonne chance. Declercq qui ferme toujours la marche de ce groupe des 5. Regardez Rodan sur la gauche de la route, on le voit là-bas. Il est dépanné par le dépannage spécial Mavic, le voici. Rodan va pouvoir partir, ça va, il va bien s'en sortir. S'il arrive à partir comme ça, alors ça c'est un bel épisode de course qu'on vient de voir, avec maintenant 6 hommes en tête donc. Rodan qui va rentrer sur ce groupe. On le souhaite en tout cas pour lui, ce serait trop injuste. Le voici Rodan, c'est dur de se relancer. Il a trop grand là, mais il parvient tout de même à se refaire une allure, c'est fait. Rodan maintenant, il faut qu'il rentre avec l'aide des voitures, peut-être. Oh là là, le virage, il est reparti de l'autre côté. Et toujours donc les 5 hommes devant lui. On devrait se retrouver avec 6 hommes en tête, alors qu'on a vécu en direct ce petit drame de Rodan là, qui était seul en tête, confortablement installé, et qui doit maintenant faire un effort pour rentrer sur les hommes de tête. Les hommes de tête qui sont désormais Madio, Declercq, Talen, Palerini et Rodan, donc intercalés à quelques dizaines de mètres, quelques mètres même, et qui là va rentrer. Vous voyez notre caméra qui va vous proposer donc le retour de Rodan. Il nous manque toujours l'identité d'un coureur devant, donc quand la moto pourra s'approcher, on essaiera, ou Jean-Paul peut-être, de savoir qui est le 6e larron. Patrick, oui. vous m'appeliez là? Alors, je vous demandais si vous pouviez me trouver le nom du 6e larron. Il y avait Vermotte tout à l'heure, mais vous avez noté Peters? Ah bah c'est Peters. Ouais, d'accord. Alors là je suis derrière le groupe donc Danens qui comporte Van der Poel, Jalabert, Van Hooydonk, Bontempi, Verhoeven, Colotti, Nicolas Bauer, entre autres, et Sergent. Et donc il nous est très très difficile. Bien sûr. Et Fignon est toujours intercalé. Pardon? Fignon est toujours intercalé. Fignon vient d'être rejoint. À 20 km de l'arrivée, donc Fignon rejoint par le groupe Sergent, Bauer, Duclos, Verhoeven, Van der Poel, Danens et compagnie. Et devant, on se retrouve donc avec un groupe de 6, puisque Rodan, le malchanceux, qui vient d'être victime d'une crevaison, va rentrer à 20 km de l'arrivée sur Madio, Declercq, Talen, Palerini et Peters. Les Français sont toujours représentés à l'avant. C'est bien, c'est assez rare dans Paris-Roubaix pour le signaler. Très bonne course des Français. Et là, après cette partie de bitume, on va tourner à gauche pour rentrer dans le secteur pavé numéro 3. Avec pour la première fois, nous l'avions noté tout à l'heure, Robert, le vent de 3/4 arrière pour les coureurs sur ce pavé numéro 3. Avec quelqu'un qui est venu en chasser. Bon, le bas de combat chez les Panasonic qui ne sont plus représentés maintenant en tête. Les Panasonic donc qui contre ici. C'est peut-être Ludwig ou Marc Sergent. Sergent a beaucoup donné déjà tout à l'heure. Il fallait le temps de récupérer, je ne sais pas. Steve Bauer avec Vermotte dans sa roue qui chasse derrière et qui tente de placer un contre pour revenir sur les hommes de tête. Rodan, Madio, Declercq, Talen, Palerini et Peters. Oui. Sergent a attaqué en tête du groupe Danens. Sergent suivi de Bontempi. Vous allez dans un instant les avoir à l'image. Car Jean-Pierre Fouet qui teste Rossa qui se trouve devant eux. Sergent, c'est lui que nous avions vu en effet. Le voici. Sergent, c'est bien lui, Marc Sergent, qui est donc lancé à la poursuite des hommes de tête.
On va rentrer donc dans le secteur pavé. Alors je vous parlais donc d'un vent de 3 quarts arrière. Voici avec cette fumée, c'est quand même terrible. Mais ensuite, au bout de cette ligne droite, là-bas, il y a un virage à droite. Et là, c'est le vent de face avec une très longue portion qui va être très très éprouvante. Elle était complètement effrayante, cette portion-là. Oui. Interminable. Thierry Blanco, on vous écoute. Oui, je viens de passer sous le panneau des 20 km avec le dernier groupe dans lequel on compte notamment Eddy Plancard, Frédéric Moncassin et Charlie Motet en compte. Dernier groupe donc qui n'est pas si loin que ça tout de même. Oh, le dernier groupe qui maintenant n'aura sans aucun doute aucune prétention pour la victoire puisqu'ils doivent compter pas loin de 2 minutes de retard sur les hommes de tête. Merci pour ces précisions Thierry, n'hésitez pas à intervenir. Donc virage à droite là au bout de cette ligne droite. Voilà, ça va se passer là. Et là on va se retrouver avec vent de face avec une interminable ligne droite. Et celle-là vraiment, alors que nous retrouvons ici Marc Sergent qui est intercalé pour rentrer sur Redon, Madio, De Clercq, Talen, Ballerini et Peters. Très beau coureur, Marc Sergent. Il est temps qu'il gagne une classique, lui qui a été champion de Belgique alors qu'il était très jeune et considéré comme l'espoir numéro 1 en Belgique. Ah, c'est difficile là pour le malchanceux. Victime d'une crevaison tout à l'heure. Il y en a dont on parle peu, c'est Talen qui fait un travail très efficace, ne perd jamais plus de 3 longueurs, s'arrange avant un virage pour le couper à la corde et surprendre ainsi ses adversaires, alors qu'il ne donne même pas le moindre coup de frein. Toute sa puissance s'exprime parfaitement en cet endroit. Le malheureux Redon toujours là qui ferme la marche du groupe des 6. On vous écoute Thierry. Oui, juste pour vous donner une petite précision tout de même, que dans ce dernier groupe dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien on compte aussi Greg LeMond. Greg LeMond, exactement. Alors maintenant, sont dans la course. Eh bien, dans ce groupe des 6, permettez-moi d'accorder une petite faveur de pronostic à Ballerini qui nous a vraiment impressionné. Il est en tête d'ailleurs là avec son maillot Del Tongo. Et puis à Marc Madio, les deux hommes donc très en vue dans le Tour des Flandres. Mais attention à Ballerini, il est taillé exactement pour les pavés. Et hier, lors de la présentation de Paris-Roubaix, nous l'avons rencontré. Et il était très décontracté, ses camarades avaient la tenue Del Tongo, lui il était en civil. Et avec un grand sourire, il nous a dit que ce pourrait bien être son jour aujourd'hui. Lui qui avait terminé en boulet de canon la saison passée, vexé de n'avoir pas été choisi pour jouer ses chances dans le championnat du monde du Tsunomiya au Japon. Puisque le coach de l'équipe italienne avait préféré faire rentrer Bugno qui ne termina que 3e. Et vexé, Ballerini s'est empressé de gagner derrière, notamment le Grand Prix des Amériques. Alors, chrono en main, dans moins de 28 minutes maintenant, les coureurs se présenteront au stade Vélodrome, ou un sprint à 6, ce qui m'étonnerait, ou une arrivée solitaire qui pourrait bien être signée Marc Madio. Marc Madio qui doit surveiller Ballerini, pas faire trop d'efforts pour l'instant, et partir dans les 10 minutes qui viennent, car on le sait, il l'a prouvé déjà ici, en gagnant un Paris-Roubaix de cette façon. Marc peut résister à n'importe quel finisseur derrière lui, s'il a seulement pour sa part 200 mètres d'avance. On ne lui prend plus rien. Vous voyez l'écart. Oh là 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 là. À la tête, on a l'impression, et les coureurs vous le diront tous, en cette fin de parcours sur des pavés pareils, qu'on a un pois chiche à la place du cerveau et ça fait drôlin en passant sur les pavés. C'est horrible comme sensation. Patrick. Oui, Jean-Paul. Sur la zone de pavé numéro 2. En tête donc le groupe Madio. À 25 secondes, Marc Sergent. Et ensuite, le groupe Fignon à 50 secondes. Bien reçu? Bien reçu. Ça veut dire que tout va se jouer maintenant. Zone pavé numéro 2. Donc nous sommes à 16 km de l'arrivée. À 16 km de l'arrivée, 50 secondes de retard pour le groupe Fignon. C'est maintenant qu'il faut se décider. Il n'a plus que 5 minutes pour réagir, lui et ceux qui l'accompagnent. Dans 5 minutes, il sera trop tard. Dès que la minute sera passée, et le voilà Laurent, très souple, très facile dans sa direction, dans son pilotage. Alors tout à l'heure, il a essayé de rentrer seul. Et là maintenant, avec Van Persie, qui n'a aucune raison de rouler, car il protège le contre de Sergent, eh bien Laurent s'en remet en quelque sorte à l'attitude globale, groupée de cette formation. Et pourtant, il y va, il tente ses dernières chances là. Il a toujours un Panasonic dans la roue. Tout à l'heure, c'était Danens, maintenant c'est Van Persie. Voilà, on a pris large là aussi. Redon qui accuse un peu la fatigue et qui ferme la marche dans ce groupe. Oui. Il n'aura pas pu reprendre les roues. Oui, dans ce secteur pavé numéro 2, eh bien c'est Philippe Louviot lui aussi qui fait ses efforts de tout à l'heure. Il est maintenant largement distancé par le groupe Fignon. Eh bien, le pauvre Louviot que nous avons vu tout à l'heure en tête
de cette course. Et lui, il n'était pas en tête, il était en train de contrer. Mais c'était une belle image quand même et ça méritait de vous montrer ce maillot de champion de France qui luttait à l'image de Laurent Fignon qui sait qu'il connaît bien la course et qui sait que si devant ce groupe-là, il n'y a pas des garçons qui se décident, s'il n'y a pas Jalabert, Bauer surtout qui a encore beaucoup de force, s'il n'y a pas Duclos-Lassalle, Vermote peut-être, ou même Danens, si ces coureurs-là ne se décident pas, il sera trop tard et il ne pourra plus rentrer Laurent Fignon sur le groupe des 6 de tête, Rodan, Madio, De Clercq, Talen, Ballerini et Peters. Mais Laurent fléchit un peu là, il ne revient pas immédiatement dans les roues des premiers, tandis que Talen et Ballerini tentent une autre contre-attaque pour se dégager encore de ce groupe des 6. Ballerini avec une facilité incroyable. Ballerini nous a impressionné comme ça tout le long du Tour des Flandres, mais il a été piégé néanmoins par le démarrage de Van Hooydonck. Van Hooydonck qu'on ne trouve pas dans ce groupe de 6 à l'avant. C'est assez surprenant, encore que l'histoire nous apprenne, si on prend les résultats de l'an passé notamment, qu'un coureur premier du Tour des Flandres, ou dans les premiers du Tour des Flandres, l'an passé, on n'en a pas retrouvé dans Paris-Roubaix. Mais enfin, nous n'en tirons pas de grandes conséquences. Ça éclate devant Jean-Paul. Avec Marc Madiot, ça éclate devant. C'est Marc, hein. Je suis sur le secteur pavé numéro 2, immédiatement derrière Laurent Fignon, qui a beaucoup de difficultés à suivre le train imposé par son groupe. Madiot est parti, Marc Madiot est parti. Je vous l'avais dit, il avait 10 minutes. Madiot, c'est parti là dans un grand développement, très puissant. Marc, est-il dans cet état de grâce, comme il nous disait encore hier, de 1985? Madiot est parti un peu plus loin qu'en 85. Il est seul à la sortie de la zone 2 des pavés. Il y a exactement 250 km que nous sommes partis, 251 également. Il reste 15 km. Madiot est parti, ils sont 5 derrière à pouvoir le contrer. L'hélicoptère va peut-être nous proposer un plan qui nous permettra de mesurer l'écart entre Madiot et ses poursuivants qui sont Rodan, De Clercq, Talen, Ballerini et Peters. C'est fait. Madiot est parti, un contre de Ballerini. Quel beau final si Ballerini rentre sur Madiot. C'était les 2 hommes forts du Tour des Flandres. On les retrouve. Derrière, ça va fléchir nettement. Talen a loupé la commande. De Clercq et Rodan. De Clercq maintenant après Rodan. Fini les espoirs de l'équipe Lotto. Mais Marc Madiot s'envole et on pouvait prévoir qu'il n'avait pas d'autre solution d'abord, mais qu'il avait su accumuler toutes les réserves pour faire ça. C'est un exploit extraordinaire, et j'emploie très peu le mot, que réalise actuellement Marc Madiot. Formidable, Marc. Marc Madiot, seul en tête de Paris-Roubaix. Marc Madiot en tête à 15 km de l'arrivée, un peu moins maintenant même. Derrière lui, attention, est lancé Ballerini. Ballerini époustouflant dans le Tour des Flandres, seulement piégé par Van Hooydonck. Marc Madiot se retourne, il sait que Ballerini n'est pas loin, mais il donne tout, Marc. Et il semble facile, il semble bien. On va vivre un final extraordinaire. Marc ne peut pas se permettre le retour de Ballerini, sans doute plus rapide que lui au sprint. Encore que je le répète, c'est à égalité de puissance de réserve que l'on jugera les hommes sur la piste. Mais Marc a tout intérêt quand même à empêcher ce retour de Ballerini. Robert, pour vivre ce final, nous pensions ne plus vous proposer de petites interviews en incrustation dans l'écran. Mais là, on ne peut surtout pas s'en priver. Hier, bien sûr, Madiot a été un des interlocuteurs de l'équipe d'Antenne 2. On va retrouver Madiot à l'image, en plein effort. Et on retrouve Madiot en interview. Première question. Madiot, Marc, on vous sent en plein retour. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pour cette course. Vous l'aimez, cette course, non, quand même? J'aime, je sais pas si j'aime, disons que c'est une course où j'ai plutôt souvent connu la réussite, donc à partir de là, on est obligé de se sentir obligé de revenir sur le passé, je dirais. Qu'est-ce qui inquiète quand on prend le départ de cette course, même avec un bon palmarès sur la course? Il y a toujours un truc qui fait peur davantage. Non. Je viens ici sans peur, sans reproche, sans rien. Je suis prêt, point. Je suis venu ici pour faire la course. Si tout se passe bien, je pense que je pourrais être dans le final. Après, le reste... Eh ben Marc, le reste il est là, il est en train de se passer avec cette meute de moto là. Vous voyez Jean-François Pécheux devant qui fait signe avancez messieurs, avancez. Marc Madiot arrive comme un boulet derrière vous. Madiot avec Ballerini derrière lui. Si la caméra peut se retourner, ne serait-ce que peut-être, allez soyons chauvins l'espace d'un instant pour nous rassurer. Ballerini est-il rentré, est-il là? L'hélicoptère va peut-être élargir son plan. Marc se retourne, on aimerait se retourner également. Madiot qui relance et qui traverse l'autoroute. On va arriver au bout de cette longue ligne droite au panneau des 10 km.
Ce sont les routes peintes là. La peinture a disparu il y a 2 ans. On se souvient que l'artiste du Nord avait peint les routes. Il a déjà mangé beaucoup de poussière, remarque, mais maintenant le voilà condamné à avaler les vapeurs d'essence. Regardez, Marc a fait comme le on trou. peut. Oh là, Ballerini, où est-il, Ballerini? Il y a 300 mètres d'écart. C'est bien, Marc, c'est bien. Et là, on va se retrouver après dans le virage de Chéran avec un virage à droite et une longue ligne droite. Attention, une longue ligne droite en bitume sur lequel on ira arriver 10 km. Ballerini sait qu'il doit rentrer sur Marc Madiot avant d'atteindre les 3 derniers kilomètres, car dans un rôle de poursuiteur, Marc sera invincible, on en est sûr. Une dent de survolté là. Il va vite, Ballerini, il va très vite aussi, très puissant, qu'il emmène gros, Ballerini. C'est un beau match d'athlète. Hein. Oh, il est en train de piocher là, mais il a tellement gros que c'est efficace. On l'a vu mettre une dent de moins à l'arrière. Oh là là, quelle puissance, Ballerini. Avec 20 secondes, 21 secondes, nous annoncent nos amis de Hewlett Packard, entre Madiot et Ballerini. Ah oui, il y a un bel écart là, alors qu'on rentre dans Chéran. Malgré l'avantage qui vient d'arriver à Ballerini, c'est-à-dire le point de mire sur de longues lignes droites que vous signaliez, Ballerini ne reprend plus rien à Madiot. On est là à Chéran. Alors qu'on nous appelle Thierry peut-être. Non, c'est Jean-Paul. 25 secondes entre Ballerini et Madiot, 40 secondes au groupe Peters. Peters, c'est 2 de ses coéquipiers. Ensuite, 50 secondes avec, il me semble, Redon. Et il y aura derrière Sergent, donc, qui va se trouver à 1 minute. Alors c'est étonnant de se souvenir de ce qui se passait à la semaine dernière à cette heure-ci à peu près, 2 heures plus tard à peine, dans Stade 2, en direct du Tour des Flandres de l'arrivée. Eh bien nous étions aux côtés de Madiot et nous parlions de cette renaissance et on lui donnait rendez-vous dans Paris-Roubaix. On lui disait, Marc, la semaine prochaine Antenne 2 sera en direct dans Paris-Roubaix, rendez-vous la semaine prochaine. Et Marc, dans un sourire, nous avait dit, je serai là. Eh bien il est là, Marc, dans le final de Paris-Roubaix. On va apercevoir le panneau indiquant les 10 derniers kilomètres dans quelques hectomètres. Et la Marc va donner tout ce qu'il a dans son rôle un peu plus fin, un registre tout de puissance, mais plus fin tout de même que Ballerini, oui. Ce qui va peut-être lui donner plus d'efficacité dans le final. Mais quel match athlétique entre les deux, une poursuite splendide, avec des moyens un peu différents. Mais chez Marc, on retrouve un peu l'école de De Vlaminck. Ça n'est pas l'école parce que De Vlaminck n'a jamais été son professeur, mais c'était le style de De Vlaminck. Et si Marc doit son aisance, sa vélocité, sa pratique de la bicyclette à ce point-là, qu'il a atteint ce point, c'est parce qu'il a pratiqué beaucoup le cyclocross, comme De Vlaminck. Longue ligne droite dont je vous parlais tout à l'heure avec le panneau des 10 km au bout. Ensuite, on tournera à gauche dans la direction de M, que vous connaissez bien. C'est ce fameux final de Paris-Roubaix qu'on retrouve chaque année. Marc, tout en puissance, il semble facile, il est bien. Il a le faciès du coureur qui est à l'aise, assez loin de son guidon tout de même. Il n'est pas encore complètement arc-bouté. Il ne pédale pas trop avec les épaules. Je suis sûr que Gérard Rolls, qui roule beaucoup autour de Longchamp actuellement, apprécie en connaisseur. Regardez, comme après plus de 200 km, Marc parvient, après 260 km, Marc parvient à rester en souplesse comme ça. Ballerini, lui, pioche beaucoup plus. Regardez ses épaules, elles bougent beaucoup plus et il perd peut-être en efficacité. Alors que Marc maintenant donne tout ce qu'il a et se met à pédaler un peu avec les oreilles également. Ça ne paraît pas, mais c'est un très léger faux plat sur cette route qui n'en finit pas de la ligne droite. Elles étaient assez rares pour qu'on puisse la signaler, celle-là. Et Ballerini va perdre l'une de ses dernières chances de rejoindre Madiot grâce au point de mire. Arrivé 10 km. Voilà, 10 km avec cette souplesse des bras que vous aurez remarqué également chez Marc, qui est peut-être plus importante que chez Ballerini avec son coude qui sort un peu à l'extérieur. Ballerini se retourne et il commence à plus y croire, Ballerini. Ouais. Il navigue un peu. Allez, c'est du 60% maintenant pour Marc Madiot avec la voiture RMO qui passe et qui va justement renseigner Marc, et Dieu sait combien c'est important. Il est en train de coincer Ballerini là. Oui, il est en train de douter. Tout à coup il a craqué, moralement surtout, je crois. Et là on lui donne une information qui va peut-être lui redonner le moral et le relancer. Regardez la différence. Merci à Régis Forestier de nous proposer la différence de style entre les deux hommes. Les bras très décontractés de Marc Madiot, un peu plus rigide côté Ballerini. Et puis ce pied qui tombe bien, ça c'est la cheville très fine et le mollet très en longueur de Madiot. Ça c'est une caractéristique qu'on lui connaît. Il est beau sur un vélo, Marc. Oh là, il pioche complètement Ballerini. Il est en train de réussir un numéro, Madiot, époustouflant. Il a fait beaucoup d'efforts auparavant, Ballerini, qu'il paie maintenant. C'est normal, il voulait gagner Paris-Roubaix. Madiot a tout joué sur l'échappée des 6.
sachant qu'il était l'un des plus forts et quand il a tenté sa chance, personne n'a pu lui répliquer. Alors on arrivera tout à l'heure sur la dernière zone de pavés. Il y aura une bande de roulement au départ qui va permettre à Marc d'éviter les pavés et d'éviter les accidents. Et puis ensuite, eh bien, ça devient très roulant et d'un seul coup très mauvais. Oui, Jean-Paul. Patrick Chen. Je vous écoute, Jean-Paul. À 10 km de l'arrivée, panneau des 10 km, Marc Madiot possède 35 secondes d'avance sur Ballerini. 35. Merci, information ponctuée par nos amis de HP. Et des applaudissements ici du public de Roubaix qui entend nos informations. Madiot lancé donc à la poursuite d'un deuxième succès dans Paris-Roubaix, ce qui serait bien entendu historique. Le public là est emballé et voit sur le grand écran disposé par Antenne 2 et la Société du Tour de France sur le Vélodrome. Il suit sur le grand écran l'exploit de Marc avec cette bande de roulement dont je vous parlais qui lui permet d'éviter les pavés dans cette zone numéro 1. Dernière tranche pavée. Mais ensuite ça devient très mauvais. Hein. Là il y a une bande de roulement mais ensuite c'est beaucoup moins roulant et Marc va être obligé d'affronter. Il ne sent plus rien là, Marc. Oh là, il est en train de voltiger. Il a dépassé sa souffrance là. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser. Ah, on le sentait revenir depuis qu'il a signé dans l'équipe Eremo. Là il se sentait des ailes. Et Marc eh bien, est en train, enfin on veut surtout pas lui porter la poisse, hein, mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Dans moins de 2 km, on saura s'il a définitivement gagné parce que tout est possible sur les 10 derniers. Il a 38 secondes d'avance. Alors il m'étonnerait que Ballerini retrouve tout à coup des ressources qu'il semble avoir éparpillées un peu partout. Mais Madiot au contraire, de plus en plus fort sur le vélo. Alors un doublé français dans Paris-Roubaix, ce serait tout simplement historique parce que c'est vrai que c'est arrivé, Pélissier notamment l'avait emporté en 21, il l'avait déjà emporté en 19. Mais depuis 1921, bah oui 1921 c'est une date qui m'est chère, c'est l'année de naissance de mon père. Voilà, vous savez tout. 1921 donc c'était Pélissier pour la deuxième année comme en 1919, mais depuis 21 jamais un Français n'a remporté Paris-Roubaix 2 fois. Rendez-vous compte, Marc Madiot rentrerait dans l'histoire d'une manière plus intense encore qu'il ne le fit en 85 lorsqu'il l'emporta ici même à Roubaix. Nous vous montrions cet extrait dans le journal de 20h hier soir, mais je pense que, enfin ne disons pas c'est fait, allez restons, mais il y a tellement de chances là que Marc remporte Paris-Roubaix. Et hier soir dans le journal d'Henri Sagnier, le sentiment qu'il va être rejoint Ballerini. Nous proposions un sujet justement, on va discuter avec Henri au téléphone l'après-midi après le spécial vélo. Et on lui disait, on va quand même faire un sujet sur la chance des Français, car cette année, je sens que ça va être les Français. Et Henri Sagnier dit, allez, allons-y, de toute façon, les Français, cette année, ils sont costauds. Et c'est vrai, il pensait peut-être plus à son camarade voisin Gaillan, puisqu'il est originaire de la même région qu'Henri. Mais c'est Madiot là qui va réaliser l'exploit, alors que derrière, on se réveille peut-être un peu tard. Oui, mais chacun était coincé par la course d'équipe et les deux lotos, les deux maillots roses, Leclerc en particulier, sont en train de payer tout ça. Madiot, conseillé là par l'ami Christian Rumeau, qui doit vivre un de ses plus beaux moments de sa carrière. Rumeau qui a été longtemps l'adjoint du vicomte de Grimaldi et qui est ici donc dans la voiture RMO, puisqu'il est l'adjoint de Bruno Roussel, le nouveau directeur sportif. Et ça fera peut-être pas trop un pincement au cœur à Valais, car l'an dernier Valais était directeur sportif de RMO, mais il n'avait pas Madiot sous sa coupe. Marc qui a donc rejoint cette équipe RMO et puis ça se passe merveilleusement bien. Yvon a déjà été vainqueur, son frère, cette saison, du côté de Cannes en début de saison. Et là c'est Marc qui est en train de réaliser un exploit monumental. Et croyez-moi, dans ce vélodrome de Roubaix archi comble, il va y avoir une ovation digne de ce nom si Marc parvient. Il a un coup de barre là. Il va avaler le papier avec. Ouais, il a un coup de barre. Il s'aperçoit d'un seul coup qu'il pourrait être victime d'un coup de fringale, à moins de 5 km de l'arrivée. Ça serait terrible. Et là, il n'y a aucun doute. Oh là là. Voilà, il a réduit le développement. Il repart. Racontez-moi, Robert, une fringale. Moi, j'en ai vécu des toutes petites, hein, à notre petit niveau. Mais une fringale, généralement, on se sent tellement bien juste avant. C'est peut-être ce qui vient de se passer. C'est qu'on est un peu euphorique et d'un seul coup, c'est le coup de Il n'a pas pensé à manger, mais comme dans son état actuellement, il mangerait les betteraves au bord de la route. Mangerait de l'herbe, comme j'ai vu certains coureurs le faire. Il est en train de se relancer, Marc. Ceux qui font du vélo se rendent compte, et tous les coureurs, tous les anciens coureurs se rendent compte de ce qu'il est en train d'endurer. Marc souffre là, il va au-delà de lui-même. C'est terrible qu'il est en train de vivre, mais pour gagner Paris-Roubaix, il ira au-delà de toutes ses forces. Jean-Paul. Surhumain. Oui, Thierry. Non, c'est
Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Je viens de faire un écart, donc le dernier écart dans la zone pavée numéro 1. Eh bien, Mathieu possède 1 minute et 10 secondes sur Ballerini. Ouais, c'était visible à l'image. Merci pour ces précisions, Jean-Paul. C'est vrai que Marc était en train de voltiger et l'information là est répandue maintenant dans le vélodrome. Et le public réagit comme il se doit. Ça va être une ovation extraordinaire pour Marc Madiot. Écoutez, vous entendez peut-être avec nous ce public de Roubaix, on se croirait dans une salle de basket. Et c'est extraordinaire de voir tant de monde se déplacer pour suivre l'arrivée d'une course cycliste. Ça prouve combien le cyclisme est une discipline en plein essor actuellement. Ballerini, coup de pompe, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Aucun des deux n'est épargné pour le moment. Mais c'est tellement splendide, c'est tellement unique comme match, enfin unique. Dans l'histoire de Paris-Roubaix, il y a eu de merveilleux exploits accomplis. Mais là, c'est une poursuite tellement délicate entre les deux hommes engagés à fond sur les 20 derniers kilomètres qu'ils ont négligé les autres. Et à 5 km de l'arrivée, Ballerini doit maintenant savoir qu'il ne sera pas premier et qu'il lui faut absolument au moins sauver la face avec la deuxième place. Les 5 plus longs, les 5 plus beaux kilomètres pour Marc Madiot, lancé seul maintenant à l'assaut de Roubaix. Moins de 4 km à accomplir pour Madiot. Marc est fatigué, il est cuit, il a mal partout, c'est évident, tous ses muscles le font souffrir, mais il donne tout ce qu'il a, porté maintenant par la foule qui a pris place à plus de 5 km de l'arrivée, vous le voyez. Et soyez très attentifs à l'accueil qui va être celui que réservera le public de Roubaix à Madiot. Ça va être un des grands moments de notre saison sportive. Les bras sont bien détendus, il a une facilité encore. Tout ça aussi, c'est un travail, c'est le fruit d'un travail de musculation, de culture physique, de vie saine. Et la lucidité pour changer, voilà, virage à gauche. Oh, c'est fait maintenant de toute façon. Dans M. Il ne peut plus lui arriver grand chose à Marc. C'est superbe ce qu'il est en train de faire. Lisse Lannoy. On tournera à gauche au fond du village là-bas. Avec ce fameux virage hanté dont nous parlons chaque fois que nous passons devant avec Robert. Avec un fleuriste au bout de la ligne droite. Et on se dit bien qu'un jour un coureur ira atterrir dans les fleurs. Dans un manque de lucidité de fin de course, car ce fleuriste est passé, mais alors exactement où il ne faut pas. Et peut vraiment poser des problèmes à un coureur qui manquerait son virage. S'il vous écoute, il va être inquiet de savoir qu'il ne représente autant de danger. Et nous, avec Yvon Moulin comme pilote, on ne risque rien quand on passe devant ce fleuriste. On sait qu'il ne nous emmènera pas dans la vitrine. Madiot, lancé donc dans les rues de Lannoy. Tout au bout là-bas, on tournera à gauche. Et ensuite, ironie de l'histoire, il y a des pavés. Les zones pavées sont terminées, mais dans Lannoy, à la fin de la traversée de Lannoy, on retrouve des pavés. Comme s'il n'y en avait pas assez sur ce Paris-Roubaix. Comme si Albert Bouvet avait demandé au service de la ville d'en rajouter un petit peu. Comme ça, juste pour se faire plaisir. Il n'y a même plus de suspense, c'est terrible. Non mais il a gardé toute sa lucidité en plus, Marc. Il n'a pas repris les grands développements. C'est tout à fait ce qui lui convient là. Voilà Marc dans Lannoy. Là il en a remis un peu. Il est très bien là, il est facile. Il donne tout ce qu'il a pour s'assurer. Alors qu'il a un casque à boudin, vous aurez remarqué. Avec cette discussion sur les casques et dans quelques jours les coureurs pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà. Vous allez voir le fleuriste au fond là-bas. On va y arriver tout à l'heure. Regardez. Vous voyez là, il ne faut pas aller tout droit. Il y a un virage en T là-bas. Et il ne faudra pas se tromper. Il va falloir tourner à droite. Pour retrouver des pavés. Voilà, le fleuriste, il est là au fond, vous voyez. Le voilà, le fleuriste. Passer par la cuisine, c'est voilà. plus court. Oh, et derrière, ça... Ballerini rejoint. Oui, Ballerini. Merci Régis Forestier de nous montrer la moto numéro 2. Alors que Madiot, lui, part vers la victoire. Il va retrouver des pavés ici. Voilà, ces pavés dont nous vous parlions. Et ensuite, après ces immeubles et ces usines, on découvrira la flamme rouge. Le dernier kilomètre, le kilomètre de bonheur pour Marc. Attention, voilà, il faut être prudent. Les coureurs qui ont eu la chance de gagner Paris-Roubaix et tous ceux qui ont remporté Paris-Roubaix depuis 85 qui étaient au départ, sauf ce pauvre Sean Kelly que nous saluons, eh bien les coureurs disent on ne peut pas imaginer ce que l'on ressent quand on rentre tout seul dans le vélodrome, alors que vous avez vu là Jean-Claude Colletti
qui va encore faire une très belle place d'honneur sur Paris-Roubaix. Oh que c'est dur. Oui, c'est dur. C'est vrai qu'on s'intéresse. On s'en souviendra de son final de Paris-Roubaix. On s'intéresse plus à ce qui se passe devant et à Marc qui a la bagarre pour la deuxième place. C'est là aussi le lot du cyclisme. On ne retient souvent que le nom des vainqueurs. Mais on surveillera Colotti. Fin de la dernière zone pavée. On va monter à gauche dans le village. Voilà, la montée, c'est la dernière difficulté, Marc. Il faut en mettre un petit peu dans cette montée. Ensuite, c'est le boulevard pour la gloire. Le vélodrome qui est là derrière, c'est pâté de maison, tout proche maintenant, Marc. Ah, personne ne tient plus en place à côté de nous. On a toujours à craindre quelque chose alors. Et c'est la flamme que va découvrir Marc dans quelques instants. La voici, la flamme rouge du dernier kilomètre. Voilà, ça c'est le kilomètre du bonheur. Ça n'appartient qu'à lui. Il sait qu'il va remporter Paris-Roubaix pour la deuxième fois, signant là un exploit parfaitement historique. Le seul Français depuis 1921 à réussir cette fabuleuse performance. Ce moment lui appartient, il doit en jouir, même s'il souffre de tous les muscles de son corps. Ce qu'il est en train de réaliser est époustouflant. 266 km 500 et au bout le bonheur. On va encore faire le tour du pâté de cette maison alors que Colotti est là en troisième position. On suivra bien sûr avec beaucoup d'intérêt le sprint pour la deuxième place. Fin de du premier secteur, c'est fait pour Marc. Sauf énorme incident, énorme surprise, c'est fait. Il faut du culot et de la classe pour faire ce qu'a réalisé aujourd'hui Marc Madiot. On s'intéressera bien sûr à Colotti après pour la deuxième place. Pour l'instant, on va suivre Madiot qui va s'offrir un tour d'honneur extraordinaire. Il a un retour. Voilà. Ça, c'est la longue ligne droite avec les arbres. À droite, c'est le droite. Ne te trompe pas, Marc, c'est à droite au bout. Oh là là, ce qu'il doit ressentir, Madiot. C'est formidable. Regardez. Est-ce qu'il va s'offrir un petit coin de toilette pour la photo? Ah, ça fait il n'a pas besoin. Ah, il a une belle besoin d'aucun artifice. On peut dire qu'il a une belle gueule. Voilà, il rentre à droite, Marc. Regardez, écoutez. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez ça. Oh, quand le cycliste devient comme ça, en communion avec son public, on se croirait dans l'Alpe d'Huez. Écoutez le public de Roubaix accueillir Marc Madiot. Le voici, écoutez. Sur la piste. Le voici. Phénoménal moment. Écoutez le public de Roubaix debout. C'est exceptionnel ce qui se passe ici. Encore un tour pour Marc Madiot. Des milliers de personnes massées dans le vélodrome de Roubaix pour assister à la victoire de Marc Madiot. Il lui reste un tour. Regardez le geste de Marc, vengeur, gagneur. Peut-être va-t-il croiser Colotti et les autres là-bas à la fin de son premier tour. Le public qui scande Madiot, un des grands moments de l'histoire du cyclisme français. Écoutez ce public. Fini à 60 à l'heure, c'est prodigieux. Madiot, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi pareil exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation. Marc Madiot. On reviendra à Marc. Retour maintenant pour la deuxième place. C'est Colotti qui lance le sprint. Ballerini est dans sa roue. Colotti habite Grenoble. Il connaît très bien la piste, cher à notre ami Albert Fontaine. Alors, est-ce que cette expérience de la piste, rendez-vous compte, premier et deuxième, les Français, ce serait phénoménal. Colotti, Ballerini dans sa roue. Attention également à Wilfried Peters. Et à l'extérieur, c'est Marc Sergent qui est là également. Ouh là là, il est en costaud Colotti là, mais ça va être difficile. Bauer. Car ça va venir avec Steve de l'extérieur. Bauer battu l'an passé par Blancart, qui pourrait bien prendre sa revanche. Ça va être difficile là. Alors on voit absolument rien. Tiens, je n'étais pas aperçu de ça. Colotti, oh là là, puis il y a des difficultés là. Ils sont doublés. Et oui, Colotti deuxième. Colotti deuxième, Bowman, c'est Bauer. Extraordinaire. Premier, Madiot. Deuxième, Colotti.
troisième Bowmans, quatrième Bauer, avec peut-être photo pour la troisième place. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Robert. C'est Bauer troisième, quatrième Bowmans ou l'inverse. En tout cas, c'est historique tout simplement. On va quand même pas cacher notre plaisir. C'est une jouissance de voir ça, de voir un public communier comme ça avec son sport. C'est rare que le public puisse être aussi près. Ces arrivées en vélo. Paul, vous êtes déjà avec Marc. Marc Madiot, Marc près de nous. Alors Marc, dites-moi, lorsque vous avez démarré à quelques kilomètres de l'arrivée, est-ce que c'était parce que vous avez aperçu que vos adversaires n'étaient plus dans le coup, ou alors c'était vraiment le moment propice? Non, c'était le moment, j'avais attaqué au même endroit en 85, je savais que c'était le dernier endroit où je pouvais attaquer pour gagner. Bon, j'ai tenté le tout pour le tout, soit je m'en allais pour gagner, soit je faisais une place, c'est tout. Alors est-ce que vos adversaires, vous avez craint Ballerini jusqu'au bout? Ballerini marchait fort, j'en avais un peu peur, surtout quand j'ai su qu'il était intercalé derrière moi, mais bon, dans le final j'étais très bien, j'ai été pendant très longtemps en difficulté, j'étais pas vraiment super, et puis à 25-30 bornes de l'arrivée, j'ai retrouvé la grande forme. Voilà, Marc Madiot, je le laisse au protocole. Et oui, avec Jean-Marie Leblanc, Pierre Mauroy qui est là également, avec le maire également, Bernard Hinault, Jean-Pierre Courcol, les représentants également de nos partenaires sur cette course, ceux qui ont parrainé notre retransmission. Vous voyez que tout le monde est là pour saluer Marc Madiot. Marc, c'est phénoménal tout ce qu'il fait. 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix dans une carrière. Bon, c'est le rêve, la preuve, personne ne l'a fait avant lui en France depuis 1921, on le disait. Et autant vont les choses de Vlamin qui a du souci à se faire. Si Marc court encore 4 ou 5 ans, bien qu'il ait annoncé que maintenant il avait l'âge de la retraite ou presque, il n'a jamais aussi bien marché. Vous voyez pas qu'il gagne encore 2 fois Paris-Roubaix? Ça paraît pas vrai. Des perspectives qui sont peut-être un peu encore aléatoires pour lui. Mais c'est vrai que c'est fantastique ce qu'il vient de réaliser. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'un ancien coureur de son équipe, Colotti, donc, réussit, lui, à se classer deuxième. Et c'est formidable ce qu'ils sont en train de faire, cette équipe-là. On va peut-être revoir l'arrivée d'ailleurs du sprint, si vous le voulez bien, Régis Forissier, puisque vous aviez mis en place des moyens sur la ligne d'arrivée avec cette caméra Luma notamment qui nous a permis, alors que Gérard Rouillet là également en connaisseur, Gérard Rouillet, un homme du Nord également. Il serait intéressant de revoir maintenant dans le calme, si je puis dire, l'arrivée pour la deuxième place, alors que Bernard Hinault en connaisseur est venu féliciter Madiot.